Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire organisé par Bibouda. Ce soir, nous allons parler de politique, mais qu'est-ce que la bonne politique? Afin de répondre à cette question, nous sommes entourés de deux spécialistes. Nous avons dans un premier temps le docteur Idriss Aberkan et Pierre-Yves Bonsoir. Rogiron. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va. Avant de démarrer ce webinaire et de répondre à cette question, je vais me permettre de vous présenter. Nous avons dans un premier temps Pierre-Yves Rogiron. Alors Pierre-Yves, vous avez une maîtrise en sciences politiques à l'université de Paris 2. Vous avez également un diplôme de l'école de guerre économique spécialisé en intelligence économique et un master 2 en développement économique. Vous avez également été attaché parlementaire européen pendant 5 ans et vous êtes le fondateur du groupe de réflexion Le Cercle Aristote, qui se consacre à l'étude et à la pensée politique française. Tout à fait. Et nous avons également Idriss Aberkan. Alors Idriss, vous êtes penseur, écrivain, conférencier de la scène nationale et internationale. Vous avez plus de 440 conférences à votre actif dans 45 pays différents en 3 langues différentes. Vous êtes également titulaire de 3 doctorats avant l'âge de 30 ans. Vous avez été chercheur invité à l'université de Stanford à l'âge de 20 ans et à laquelle vous avez été raffilié pendant 10 ans. Vous avez également enseigné à l'École centrale de Paris pendant 7 ans. Et vous avez aussi réalisé 2 formations chez Bibouda, la première étant Libérer votre cerveau avec la neuroergonomie et la deuxième, la géopolitique de la connaissance. Magnifique. Eh bien messieurs, je vous laisse démarrer ce webinaire, je vous retrouverai à la fin. Bon webinaire à vous. Alors, c'est vraiment un honneur pour moi d'être avec toi, Pierre-Yves, et on va se tutoyer pendant ce webinaire parce qu'il faut qu'on soit sincère vis-à-vis de nos relations de travail et du fait qu'on se connaît maintenant d'un certain nombre de mois et qu'on a beaucoup travaillé. Et je considère pour l'audience de ce webinaire et puis du cours en ligne qui y est associé que vraiment tu fais partie de l'avant-garde de la pensée politique française. On a encore de grands penseurs politiques en France, mais qui sont de la génération qui a précédé la nôtre, et je pense notamment à Jacques Sapir. Mais toi, Pierre-Yves, si je devais vraiment te représenter, je dirais de très loin le porte-étendard de la jeune génération des penseurs politiques en France, qui est capable de faire la synthèse, aussi bien la synthèse des 30-40 dernières années, et même plus, puisque le sujet du cours que l'on a conçu en ligne, eh bien, jusqu'à l'âge de bronze, hein, on a essayé de plonger la politique dans le temps le plus long. Mais en tout cas, c'était vraiment comme ça que je te présentais. Donc, j'insiste, je suis très honoré de faire ce webinaire avec toi. Notre intervention Super France a fait le plus de vues de toutes les interventions Super France qui ont été publiées en ligne. Et à mon avis, ce n'est pas un hasard. Alors, le sujet de ce webinaire, c'est qu'est-ce que la grande politique? Et on en a décidé, toi et moi, parce que on pourrait faire un peu une métaphore gastronomique, quoi, comme un enfant qui vient voir ses parents ou des adultes et qui leur demande qu'est-ce que c'est que la grande cuisine ou est-ce que ça existe la grande cuisine. Parce que moi, j'ai mangé que des burgers et que des frites et finalement, c'est quoi la grande cuisine? Qu'est-ce que ça a de particulier? Et je pense qu'on peut vraiment attaquer la question de qu'est-ce que la bonne politique ou qu'est-ce que la grande politique de la même manière, en fait. Est-ce que tu en penses? Je suis assez d'accord avec toi parce que si tu. Déjà, je te remercie. Je suis extrêmement touché par ce que tu as dit, surtout que bon, je ne vais pas épiloguer sur l'immense estime dans laquelle je te porte. Non, mais tu vois, pour revenir à ce que tu disais, disons que ce qui fait que ta métaphore est d'autant plus efficace, bah disons que c'est l'état de la petite politique comme de la petite cuisine. C'est-à-dire plus nous sommes descendus bas, plus, dans les deux termes d'ailleurs, en termes d'effondrement culinaire et d'effondrement politique, plus la métaphore se vaut. Et aujourd'hui, euh, comme 90% de la jeune génération ne goûtera que très rarement de vrais plats, 90% de notre génération, et encore plus malheureusement pour la génération qui suivra, si les choses continuent
en prolongement de courbe, disons, ne verront pas ce qu'est la grande politique, si tu veux, ou la verront depuis l'étranger, mais ne la verront pas in situ, tu vois. Ça, c'est une des grandes menaces, parce qu'en réalité, tout le monde pense que ce que nous voyons tous les jours est de la politique, pas du tout. En réalité, nous voyons la disparition du politique comme catégorie, ou du moins son effacement. Oui, si tu veux bien développer ça, en quoi cette disparition du politique comme catégorie, déjà, est en train de substituer ou même la mémoire, en fait, de toute grande politique? Alors, si tu veux, tu as pour moi 3 phénomènes. Tu as premièrement, si tu veux, l'hubris technicienne. Ça, si tu veux, aux scientifiques que tu es, ça va te parler. Si tu veux, le problème n'est pas le progrès technique. Je vais rendre un hommage appuyé à quelqu'un qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, qui était Bernard Stiegler, qui avait ressuscité la notion de pharmacone. Bon, pharmacone, c'est pas une notion extrêmement compliquée, c'est une notion qui qui dit que il faut doser la technique comme on dose un médicament, parce que, comme disait la médecine de la Renaissance, tout est poison, rien n'est poison, tout est une question de dosage. Donc, si tu veux, nous sommes tombés dans une espèce de pamoison technique qui n'a rien à voir avec la pensée des Lumières que nous avons eue, parce que c'était l'homme qui devait contraindre la machine. Aujourd'hui, l'homme est une appendice de la machine. Donc, on n'attend plus du tout, si tu veux, de l'art politique, c'est-à-dire de cette facilité et cette œuvre tous les jours recommencer de faire vivre ensemble des hommes différents, quelque chose d'extrêmement compliqué. Tu vois. Quand tu as déjà 3 personnes dans une pièce, tu as un ensemble complexe. Tu vois. Aujourd'hui, même la structure de couple n'est plus évidente. Tu vois, couple, les deux. Les deux. Alors t'imagines faire vivre des millions de gens. Or, donc aujourd'hui, et si tu veux, le politique, c'est né avec la prise de conscience que l'être humain n'était pas qu'un être déterminé. C'est un être apte à la liberté. Aujourd'hui, la machine nous donne le fantasme du retour à l'ère du dressage. Bon, pourquoi pas? C'est-à-dire, il y avait un titre du philosophe Sloterdijk qui était atroce, qui était Règle pour un parc humain, c'est-à-dire comment, grosso modo, on va parquer les bestiaux. Aujourd'hui, d'ailleurs, toute une pensée sur lequel je dois un peu gloser, si tu me permets, c'est que bien sûr, on est dans un contexte, pour nos auditrices et auditeurs, on est dans un contexte où Elon Musk, par exemple, dopé par le succès de Tesla en bourse, vient de relancer son projet Neuralink. Et quand tu disais l'homme est un appendice de la machine, c'est exactement ce qu'on est en train de voir. C'est-à-dire que donc le projet Neuralink d'Elon Musk, c'est l'idée que tous les humains devront porter des implants, tous cérébraux, pour, selon Musk, donc je savais que je soutiens Musk sur tout un tas de points, mais je l'exècre et m'oppose totalement frontalement à ce qu'il fait sur Neuralink. Je pense que c'est une erreur absolue. Je pense qu'il n'est pas conscient de ce qu'il fait, mais nommément ce que veut Musk, et il reste un contre-pouvoir important dans la Silicon Valley, c'est pour ça que je vais pas l'accabler, parce que face à Zuckerberg, il a été un contre-pouvoir très important face à Facebook, qu'il a violemment critiqué et qu'il a même amené à 2 doigts de la justice dans plusieurs situations. Mais Musk est convaincu, je pense qu'il est sincère, que l'homme est tellement dépassé par la machine que, en gros, on est battu. Et que si l'homme ne fusionne pas avec la machine, alors pour l'instant il le vend comme la machine sera un appendice de l'homme, c'est là que je voulais en venir dans ton expression qui arrive d'avoir dit l'homme de la machine, qu'on sait que le rapport de force entre une machine qui n'a pas d'émotion, qui n'a pas de sensation, qui n'a pas d'éthique, et qui est scalable, qui peut être produit en milliards d'exemplaires. L'iPhone s'est vendu à plusieurs milliards d'exemplaires. Donc dans cette giga-économie où on peut produire à des milliards d'exemplaires, si on dit que la machine va devenir un appendice de l'homme, en fait, on sait que le rapport de force est tel que c'est l'homme qui va devenir un appendice de la machine, à plus ou moins court terme. Surtout si on met là-dedans le transhumanisme et qu'on ajoute donc cette notion politique, comme tu disais, d'un parc d'humains. En fait, peut-être, et c'est une question qui va être récurrente dans notre webinaire, peut-être que si on n'observe plus que de la petite politique,
c'est peut-être parce qu'il y a eu un renoncement total à l'idée de travailler ensemble. Et c'est pour ça que le cours qu'on a développé, que je considère vraiment comme le cours le plus avancé que j'ai jamais donné en ligne au passage en ce qui me concerne, parce que les réflexions de Pierre-Yves étaient vraiment de très haute voltige. Eh bien, ce cours, on l'a aussi conçu pour les acteurs de la société civile, les entrepreneurs, Bien sûr. pères de famille, etc. Parce que il pose avant tout la question du vivre ensemble et qui est, pour être très pragmatique, la question du travailler ensemble, la question du décider ensemble. Et la question du travailler ensemble et du décider ensemble, elle se pose bien entendu sur le lieu de travail, qu'on soit fonctionnaire ou entrepreneur, ou qu'on soit dans le privé ou dans le public, et donc, comme tu l'as dit, dans la cellule familiale, c'est devenu même difficile d'avoir une famille au XXIe siècle. Et c'est là que développer une culture de la grande politique est le plus important. Mais je termine ma glose. Parce que, si tu veux, tu vois ce que on dit, c'est par exemple ce projet délirant de Musk, parce que c'est un projet délirant. Il faut se rendre, on se rend compte, tu vois, si tu veux, les penseurs de la technique disent, oui, mais bon, l'homme a toujours eu des prothèses. Oui, mais la prothèse ne décidait pas. La prothèse, si tu veux, je peux le dire, moi, mon grand-père avait une prothèse tout à fait, disons, minimale, qui était une jambe de bois. Et donc, si tu veux, la prothèse est faite pour pallier un manque. Elle est faite pour augmenter l'être. Elle n'a aucune marge décisionnelle. Or, là, on attend de la machine ce qu'elle ne peut pas donner, c'est-à-dire de maîtriser tous les types d'intelligence. Or, l'être humain peut maîtriser tous les types d'intelligence. Il peut les sublimer par des arts, l'art de l'artisan ou l'art de l'artiste, mais également par l'art politique. Les machines n'ont pas, tu le sais infiniment mieux que moi, les machines n'ont pas une pensée au sens strict. Les pensées ont une juxtaposition de facteurs, qu'elles juxtaposent vite, tout simplement parce qu'elles agissent par le code mathématique, mais on ne gère pas des êtres évolutifs, donc des êtres biologiques, comme on gère des lois de la physique ou des lois mathématiques. D'ailleurs, nous l'avons vu dans la soumission à des scénarios de big data en termes de santé publique et autres récemment. Donc, si tu veux, et je rappelle, l'homme, parce que moi je n'ai rien contre la pensée de l'homme à lui-même. C'est la pensée des plus anciennes philosophies. Je pense que le véritable homme augmenté, il est là, c'est-à-dire un homme qui se rappelle que mourir en homme libre est une victoire extraordinaire sur le déterminisme humain, parce que à la base, nous sommes, Kant nous le rappelle, des animaux désavantagés. Pas de crocs, pas de griffes, relativement peu d'instinct, des ouïes odorats tout à fait relatifs par rapport à d'autres espèces animales, y compris proches de nous, je pense aux chiens particulièrement. Et pourtant, nous avons, parfois d'ailleurs à l'excès, dominé notre environnement. Donc, si tu veux, ça c'est la première évolution. La deuxième évolution, qui lui est liée, c'est que cette pensée de la technique a enfanté ça quelque chose de très particulier au XXe siècle, qui est la vidéosphère. C'est-à-dire un changement entre le mode de mode médiologique, tu vois, si tu veux, la médiologie chez Régis Debray, c'est la manière dont une idée passe par des moyens techniques à travers le temps. Or aujourd'hui, c'était la logique de l'Occident qui était la logique de la civilisation de transmission. D'ailleurs, toute civilisation a une logique de médiologie verticale, c'est-à-dire a une logique de transmission. Aujourd'hui, grâce aux moyens techniques, nous avons tout horizontalisé, ce qui veut dire que nous sommes plus dans la transmission, nous sommes dans la communication. Le problème, c'est que ça donne particulièrement à, disons, une civilisation qui était déjà fascinée par le pouvoir des récits et de la parole, ce qui était le cas de l'Occident. L'œuvre de Thierry Hench est très claire là-dessus. Si tu veux d'ailleurs, dans le livre que les Occidentaux ont le plus lu, qui est la Bible, le Verbe s'est fait chair.
Qu'est-ce que ça veut dire? C'est marrant, les deux livres les plus lus en Occident pendant des millénaires, c'était la Bible d'un côté et les éléments d'Euclide de l'autre. Et cette espèce de tension permanente, elle résume assez bien l'Occident finalement. Oui, tout à fait. On avait les deux livres les plus imprimés de tous les temps, alors peut-être plus jusqu'à maintenant, je ne saurais pas dire si Harry Potter a battu tout ça, mais les deux livres les plus imprimés dans l'histoire des idées occidentales, c'est la Bible et les éléments d'Euclide. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de grande politique, mon héros politique que tu connais et qui est Abraham Lincoln, c'est systématiquement inspiré des deux. Donc il a systématiquement cité les deux, et quand il citait par exemple la Constitution américaine en disant normalement l'esclavage aurait dû être aboli dès le début parce que la Constitution américaine au départ avait été pensée dans l'idée que les hommes naissaient libres et égaux en liberté et en droit, et Lincoln avait argué notamment que sa plus grande inspiration pour défendre ça, c'était les éléments d'Euclide qui disent le concept de auto-évident, self-evident. Et ce concept de auto-évident ou évident en soi, c'est un des premiers éléments d'Euclide en fait. Voilà, il y a des axiomes, je les pose, et ces axiomes, je les considère comme évidents en soi. Et ces axiomes évidents en soi posent la totalité de la géométrie à travers, et aussi bien en Orient qu'en Occident. Donc, tous les mathématiciens arabes sont juste partis d'Euclide au départ. Et c'est très intéressant de voir que cette politique qui oscille entre la Bible et Euclide, c'est peut-être parce que cet équilibre est rompu au XXIe siècle qu'on a des dilemmes politiques, comme Brzezinski les avait appelés, technétroniques. Il avait appelé, dans les premiers essais de Zbigniew Brzezinski, qu'il faut lire, hein, c'est pas à qui on confierait des choses, mais il faut le lire, parce qu'il est très, très clair dans ce qu'il dit. C'est lui qui a inventé le concept de tititainment, c'est-à-dire d'entertainment au sein, titi le sein, donc l'idée qu'il faille biberonner la population de divertissement, parce que sinon, comme le monde est quand même demeure un peu politiquement éveillé, et notamment dans ces notions de droit, tout de même, les gens sont conscients du fait qu'ils ont des droits, c'est déjà pas mal, mais pas forcément du fait qu'ils ont des devoirs, pas forcément du fait qu'ils sont interdépendants, mais quand Brzezinski dit ça, on a un monde qui est politiquement éveillé, c'est jamais arrivé dans l'histoire, c'est vrai, on a une majorité du monde qui est politiquement éveillé, en partie, attention, c'est juste une paupière levée, hein, c'est pas un éveil politique complet, sain, tel qu'on devrait l'avoir au XXIe siècle. Mais il s'est dit, ça, c'est pour Brzezinski, c'est plutôt une menace qu'une opportunité. Il faut bien comprendre ça. Totalement. Voilà, tout l'enjeu de ce webinaire, de ce qu'on essaie de véhiculer en politique, c'est celui-là. C'est qu'il y a des gens qui pensent que c'est une menace, et que donc, il faut pallier cette menace de plein de manières. Pour les Chinois, c'est la datacratie, comme tu disais, c'est-à-dire vous n'aurez pas, vu qu'on a le big data, on sait ce que vous pensez, on sait ce dont vous avez besoin, on sait quelles sont vos aspirations, pas besoin de voter. Et Brzezinski parle donc d'une ère technétronique. Et c'est peut-être cette tension permanente entre la transcendance, la Bible, biblos, ça veut quand même dire juste l'ouvrage lu, le livre, donc cette transcendance verticale où on transmet la civilisation. Les Romains, c'est ça qu'ils nous ont, et c'est le droit. Le droit romain germanique, encore celui le plus utilisé dans le monde, et il est beaucoup plus romain que germanique. Je ne sais pas pourquoi on l'appelle germanique en réalité. Mais cette tension entre horizontale et verticale, que les chrétiens avaient déjà représentée avec la croix au passage, eh bien, c'est résume peut-être toute la tension politique aujourd'hui. Oui. Or, si tu veux, le croisement des deux, dans une ère où la forme capitale se sent, disons, il faut savoir qu'il n'y a rien de plus artificiel qu'un marché. Il n'y a rien de plus artificiel. Donc, les gens qui voient ça comme des faits de nature, je veux bien, mais je demande à voir la jungle qu'ils ont vue. Donc, il n'y a rien de plus artificiel qu'un marché. Aujourd'hui, l'ère du marché pense attention, ne lui prête pas de volonté, mais si tu veux, c'est une idée qui se déploie, et qui se déploie à travers le temps. Elle pense que les soubassements qui l'ont fait, c'est-à-dire l'encadrement juridique et étatique qui l'ont fait, elle n'en a plus besoin. Donc elle est en train d'essayer de les digérer. Ce faisant, elle digère ses propres bases. Et là, c'est dans ce croisement du marché, de la technique
et du rapport cognitif que tu as l'ultime évolution antipolitique qui est là pour le coup anthropologique, qui est extrêmement dangereuse parce que le problème de l'anthropologie, c'est que ce n'est pas définitif, mais c'est très très lent une fois que ça a changé. Et particulièrement une fois qu'on a produit un type d'homme qui ne peut pas porter ni la culture ni la civilisation. On recrée un autre. C'est toute la problématique. C'est drôle d'ailleurs, parce que Nietzsche, dans la généalogie des valeurs, c'était ça la question. C'était ne pleurez pas sur la décadence des hommes. Vous ne voyez que la dégénérescence des valeurs que vous avez adorées un jour et que vous n'avez plus respectées. Donc question, comment on donne de nouvelles valeurs, si tu veux, comment on donne une forme aux hommes qui leur permettent d'être grands, mais dans l'avenir. Parce que, si tu veux, ça ne se décide pas comme d'appuyer sur un bouton électrique. Or, aujourd'hui, la gouvernance, autrement dit l'antipolitique, parce que c'était à une époque on appelait ça l'antipolitique, gouvernance parce que ça fait joli, et parce que ça s'adapte à l'ère du management. D'ailleurs, ça veut dire contrôler. Gouvernance. À la base, c'est du contrôle. Et c'est pour ça qu'on parle de théorie du contrôle. Enfin, quand on regarde ce mélange, toujours cette espèce d'ADN à double brin qui est l'histoire mondiale entre mystique et technologie. Donc, on a dit d'un côté Bible et d'un côté, pour résumer, on n'est pas de la Bible, mais pour résumer entre Bible et éléments d'Euclide, dans les années 50, on a la théorie du contrôle, on a Norbert Wiener, les conséquences de nos travaux sur l'informatique pendant la Deuxième Guerre mondiale amènent... Toute la cybernétique. Ouais, toute la cybernétique, la première vague. Et c'est ça, théorie du contrôle, Kubernetes, contrôler, diriger, esclave. Robot, ça veut dire un travailleur, mais dans le sens esclave. Rabota, ça veut dire le travail. Et c'est vrai qu'on commence à voir ça, cette gouvernance parce que là, on survole un peu les concepts, mais pour donner des cas précis, cette idée que la gouvernance commence à prendre le pas sur la politique, elle est très présente dans la guerre du Vietnam. Beaucoup de décisions de la guerre du Vietnam quand Kennedy amène McNamara. Donc McNamara, tu peux nous rappeler d'ailleurs qui c'est rapidement pour notre auditoire. Alors, Robert McNamara était, si tu veux, était l'un des hommes politiques américains principaux de la période. Il a été, entre autres, l'un des partisans, puis il a beaucoup regretté de la guerre du Vietnam. Il a été l'un des architectes de l'opération Rolling Thunder, donc tonnerre roulant. Il faut se rappeler que le petit Nord-Vietnam, qui est un pays de taille modeste, mais avec un très grand peuple, a pris sur son territoire plus de bombes que la totalité de l'Europe occidentale pendant la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Ce qui n'est pas rien pour un objectif stratégique ridicule, vu que les villes et les unités de production ont été épargnées pour deux raisons. Premièrement, parce que l'Union soviétique avait dit qu'elle soutiendrait son allié si c'était le cas, et donc pour éviter l'escalade. Et deuxièmement, parce que le génie du Viet Cong est d'avoir tout enterré. Donc pour justement pallier les bombardements. Résultat, on a la plus grande armée du monde à agonie sous les bombes, un pays pour tuer des paysans et des buffles d'eau, et pour réduire des rizières. Et ça, on a ça de la gouvernance, puisque McNamara, donc je sais plus, il venait de Ford, je crois. Je crois qu'il venait de Ford ou McDonnell Douglas? Un des deux, mais je pense. Un des deux, oui. C'est Ford ou General Motors. Enfin, ou General Motors. Une de ces grosses boîtes, oui, tout à fait. C'est peut-être un manager, et c'est lui, à mon avis, c'est lui un des tournants historiques du passage de la politique à la gouvernance. C'est-à-dire qu'il parle de big data déjà. Lui, il dit il faut des data, donc donnez-moi les data du combien il y a de bitcoins, puis on va être systématique. On va prendre des gros ordinateurs IBM, ce qu'il a fait. Et on va dire, voilà, c'est simple, bombe, parce que on va mettre plus de bombes dans la zone que pendant la Deuxième Guerre mondiale en Europe. Ça va forcément régler le problème, parce que mathématiquement, quand on réduit tous les paramètres, c'est ça, les conséquences de la gouvernance, d'ailleurs, c'est, par rapport à la politique, c'est de tout réduire au moins de dimensions possibles.
Donc, si possible, à une dimension. En fait. Si on pouvait tout réduire Totalement. à une dimension, ça serait l'idéal. Et on projette tout sur une dimension. Combien de bombes on a face à combien ils sont en face. Et ça nous donne. Et ça, c'est, à mon avis, historiquement, hein, dans les temps modernes, un des premiers tournants de la politique à la gouvernance. Si tu veux, je suis assez d'accord parce que si tu veux, et c'est ça qui est terrible, c'est que l'ère des totalitarismes, les totalitarismes, si tu veux, la notion de totalitarisme n'a de réalité que si tu la penses comme, en réalité, non une pathologie de la politique, mais une pathologie de la pensée. Tu peux avoir des scientifiques totalitaires. Oui. Je rappelle que les organismes, par exemple, islamistes, recrutent avant tout dans les facultés de médecine et d'ingénierie. Je rappelle que des mouvements radicaux, je pense avec tout le respect que je dois à cet homme et que je dois au fait qu'il gouverne son pays, je pense à certaines bases extrémisées du Parti nationaliste hindou qui ne sont que des ingénieurs en informatique pour la plupart. Exactement. Donc si tu veux, tu peux, en réalité, le totalitarisme est la forme pathologique de la notion d'utopie. Elle n'a rien de strictement politique. Tu peux avoir, nous avons vu dans la crise du coronavirus des scientifiques totalitaires, des Savonarola du double aveugle, des fondamentalistes de la méthodologie, des salafistes du concept. Tu as beaucoup d'intellectuels qui se prennent au jeu de leur propre pensée et qui ont des raisonnements totalement totalitaires, ils ne s'en rendent même pas compte. Une des premières bases de l'évolution d'un raisonnement totalitaire, c'est la circularité du raisonnement, déjà. Totalement. Totalement. Et si tu veux, moi je suis désolé, il n'y a pas plus totalitaire aujourd'hui que l'évolution des entreprises occidentales en termes de contrôle, etc. Tu vois. Donc si tu veux, le fait totalitaire, c'est-à-dire de normaliser des comportements jusqu'à créer un être nouveau par en plus des procédés qui sont des procédés qui ne sont pas des procédés d'éducation, qui sont des procédés de dressage. Je pense particulièrement à la sociologie, enfin au dressage par l'absurde, c'est-à-dire de faire des choses absurdes aux gens, et à chaque fois qu'il y en a un qui pose une question, on l'élimine, et au fur et à mesure, l'écrémage va se faire totalement naturellement, c'est-à-dire tu vas avoir une purge, c'est un phénomène de purge, alors c'est pas les purges staliniennes, parce que s'il y a une chose que la notion de totalitarisme a appris au XXe siècle, c'est de quitter les habits de cirque qui ont été ceux des années 30. Le problème, c'est que nous avons opposé à cette pathologie du fait d'utopie, qui était tout à fait normale. Le 19e siècle est le grand siècle de la technique. C'est le grand siècle où on a divisé le plus les voyages. C'est pas le 20e siècle, contrairement à ce qu'on croit. Et devant cette ivresse, il est normal que des êtres humains aient repris le chemin de l'utopie. L'utopie nous a toujours été une sorte de consolation pour les hommes. Et c'est dit, et si on le faisait? Le problème, c'est que, la psychanalyse nous l'apprend, du fantasme à l'acte, il y a parfois un pas qu'il ne faut pas franchir. Mais bon. Or, si tu veux, nous avons opposé à ça un anti-totalitarisme délavé qui nous a châtrés politiquement, qui dit non, il faut quitter les pivots politiques de la pensée, parce que la politique conduit à la contrainte, ce qui, excuse-moi, est quand même, c'est plus qu'un raccourci, c'est une faille spatio-temporelle. Bon. Et bien sûr, la contrainte conduit au goulag. Là encore, on va quand même un peu vite en besogne. Parce qu'on n'a pas voulu comprendre l'unicité du phénomène nazi, analyser le fascisme tel qu'il était et analyser les soviétismes et les communismes tels qu'ils ont été. On peut là aussi gloser, si tu me permets, c'est-à-dire d'abord le mot fascisme, on le prononce souvent fascisme, je crois qu'on devrait le prononcer fascisme, mais en tout cas, fascisme. Voilà, de la fascia. Et donc, le faisceau de Victor Romain était censé représenter le fait que l'union fait la force. Donc, ce symbole de plusieurs brins qui sont rassemblés
en un seul faisceau avec une lame de hache au bout, c'était censé représenter le fait que l'union fait la force, ce qui est vrai, et ce qui est, comme tu l'as dit, la définition du fait biologique humain depuis les premiers hominidés. Le fascisme part du principe qu'on va faire cette union de force, qu'on va trouver un moyen de la faire de force par toute forme de contrainte. D'ailleurs, très souvent, au départ, le fascisme partait du droit, c'était des contraintes légales. Et après, il y a eu la violence, mais c'est assez marrant de voir l'utilisation du droit comme instrument de pouvoir. Et puis, évidemment, la grande politique, pour commencer à répondre à la problématique de notre séminaire, la grande politique, c'est justement quand le faisceau se forme tout seul, quand l'union se forme tout seul. Et il y a toujours une tension entre, au départ, des unions volontaires, comme la Ligue de Délos, qui venait quand même d'une peur, et puis dans laquelle rapidement Athènes a pris le dessus, et qui est devenue une ligue de moins en moins volontaire. Mais je voulais revenir à ce que tu disais aussi, parce que il y a beaucoup de gens qui diront, on parle de totalitarisme aujourd'hui, c'est quand même, pardonnez-moi, c'est abusé parce que nous, les anciens, on a vécu le vrai totalitarisme. Vous pouvez pas dire que Google et Facebook, etc. Et c'est assez étrange parce que ce que tu dis, selon moi, est totalement justifié dans l'actualité. Là, tout de suite, je lisais les infos ce matin, on avait le patron de Palantir qui accusait les GAFAM d'être extrêmes et d'être de plus en plus totalitaire. Il y a une culture comme ça où on contraint les gens de façon subtile et on est en train de former l'individu le long de ce que Foucault avait appelé le biopouvoir, l'utilisation des leviers d'ordre biologique pour remodeler l'identité des gens et pour avoir un pouvoir sur eux. Mais Claude Lévi-Strauss l'avait compris, à mon avis, avant Foucault. Et quand on a Palantir, qui c'est déjà? C'est une société qui bosse avec l'armée américaine pour essayer de prédire le comportement des gens. C'est une société dont le rêve est de faire comme Minority Report, donc de pouvoir faire des arrestations préventives avant même que la personne ait prémédité son crime, qu'on puisse l'arrêter. Et Palantir l'a clairement admis. Le nom Palantir même vient de ces pierres de vision dans Tolkien qui permettent à Saruman, le magicien blanc traître et collaboro pour simplifier, parce que c'est vraiment ça que ça représente, de voir au loin et d'espionner toute la Terre du Milieu. Et donc Palantir, qui est une société en soi très controversée, et on pourrait penser qu'ils n'ont pas de leçons de morale à donner, est en train de donner des leçons de morale. Elle est d'ailleurs dirigée par un philosophe, il faut le savoir, le président directeur général de Palantir est un docteur en philosophie, et elle est en train de donner des leçons de morale à Google, à Facebook et à Apple, sur exactement ce que tu disais, c'est-à-dire que la capacité à contraindre les gens, et notamment dans leur définition biologique, on voit qu'aujourd'hui, des sociétés comme Google, LinkedIn, qui maintenant appartient à Microsoft, offrent par exemple à leurs cadres de congeler leurs ovules. Quand elles entrent chez eux, elles disent voilà, si vous voulez vous concentrer sur votre carrière au-delà de 35 ans, nous, ce qu'on vous propose, c'est que vous allez pouvoir congeler vos ovules chez nous. Mais c'est une tentative désespérée de garder leurs employés, puisque comme tu le disais, ce management par l'absurde a une conséquence qui est tout de suite mesurable matériellement dans les sociétés de Silicon Valley, qui est un énorme taux de ce qu'on appelle le turnover. On dit en français, ça doit être l'attrition. Les gens restent, c'est ça, l'attrition. Les gens restent autour de 2 ans. Et quand on essaie de les former, quand on leur donne tout de même des salaires élevés, des avantages en nature élevés, c'est vrai que d'un point de vue syndical, les avantages qu'ont les employés de Google sont énormes, mais en même temps, ils restent pas. C'est un fait. Et on le voit tous les jours, ils restent pas. Alors chez Apple, c'est autre chose, c'est la culture du secret qui les opprime, mais au final, ils restent pas. Ils ont beau avoir tous ces avantages matériels, ils ne restent pas, et du coup, les sociétés rivalisent de biopouvoir pour essayer de les garder. Donc, pour moi, je voulais faire cette glose parce qu'elle illustre parfaitement dans l'actualité ce que tu détaillais d'un point de vue aussi bien philosophique que de pensée politique. Parce que, si tu veux, on a pris le problème à l'envers. Si tu veux, moi, j'appartiens à une famille qui a été très marquée par la répression du pan-germanisme, que nous, notre famille était déportée. Si tu veux, il est évident que l'Occident devait s'interroger sur les camps. C'est évident. Comment le peuple qu'on a vendu, plus qu'il n'est, comme le plus cultivé d'Europe, a-t-il pu faire ça? Le problème, c'est que nous avons pris le problème à l'envers, nous avons mis en accusation la quasi-totalité de la culture occidentale, ça a donné d'ailleurs
si tu veux, des débordements intellectuels. Ça se voit chez Popper dans La société ouverte et ses ennemis, c'est-à-dire que maintenant, tout le monde c'est un ennemi de la société ouverte, alors qu'en fait, il fallait, je pense, prendre ce que les grands totalitaires ont voulu faire, et que, pour moi, l'archétype, c'est quand même le national-socialisme allemand, qui est très au-dessus et totalement différent. Oui, qui a poussé à l'extrême des choses qui avaient été... bon, on avait eu des débuts de balbutiement avec les camps de concentration des bourgs pendant la guerre des bourgs, Totalement. pendant la révolte des boxeurs, le Taiping, etc. Mais l'industrialisation de ces méthodes de contrôle des populations, pour l'instant, a été maximisée effectivement dans le camp germanique. Or, si tu veux, au lieu, je pense qu'il fallait prendre les nazis au mot. On le sait par, entre autres, les recherches de Chaputto aujourd'hui, qui, pour parcellaires qu'elles soient, ont apporté certaines choses. Tu vois, les 3 penseurs que la philosophie nazie, ou du moins la chose que les nazis ont appelée leur philosophie, entendaient combattre, étaient dans l'ordre. Entends bien. Numéro 3, Karl Marx. Jusque-là, pas surprenant. Numéro 2, Maximilien Robespierre. Plus surprenant. Et numéro 1, toute catégorie confondue, Jean-Jacques Rousseau. Ah oui, c'est vrai. Donc, si tu veux, le nazisme entendait répondre même pas aux Lumières. Rousseau, c'est pas les Lumières. C'est l'objecteur des Lumières, c'est-à-dire l'homme le plus intéressant des Lumières francophones. D'ailleurs, on le voit dans ses combats avec Voltaire, le fait que Voltaire ait essayé de le tuer physiquement, enfin de le faire tuer par de le faire tuer. Ensuite, montre bien que Rousseau, en fait, devrait distinguer des Lumières. La seule raison pour laquelle on le catalogue dans les Lumières, c'est que, bon, pour les programmes, on a besoin d'avoir des boîtes et de mettre des boîtes, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et Rousseau, effectivement, dépasse les Lumières à beaucoup d'égards, biographiquement et en termes de pensée. Et si tu veux, il fallait, pour moi, solidifier l'anthropologie politique humaine, justement, en s'interrogeant, entre autres, de manière vraiment historique et localisée, c'est-à-dire qu'est-ce qui se cache derrière chaque phénomène. Pour moi, par exemple, le fascisme italien est fondamentalement un régime développementaliste violent, certes, mais comme l'ont été beaucoup de dictateurs latino-américains, à mon avis, où le parallèle est assez faisable, parce que l'aspect, disons, totalitaire, t'as un aspect cirque dans le fascisme italien. Déjà, que Mussolini habitait lui-même. Mais, si tu veux, c'est pas comparable aux 50 millions de morts qu'a fait l'Allemagne. Enfin, si tu veux, à un moment, faut être sérieux. Et c'est vrai que les fascistes italiens ont, qu'on le veuille ou non, protégé certains juifs. Il y a ce point-là, mais il y a également le fait qu'on ne peut pas mettre les deux régimes côte à côte, si tu veux, ou alors la politique comparée ne veut plus rien dire. Or, le grand problème, si tu veux, c'est que on aurait dû chercher dans l'histoire du pangermanisme ce qui a fait que l'Allemagne en est arrivée là. On a décidé d'accuser toute la pensée politique occidentale. Alors après, on a relu l'histoire, qui est le père des totalitarismes. Alors il y en a pour qui c'est Machiavel, il y en a pour qui c'est Hobbes, il y en a pour qui c'est Platon. Et si tu veux, alors que tout ceci n'a pas de sens. Tout ceci n'a pas de sens. Pour une raison qui est très simple, c'est que une pathologie politique apparaît dans des conditions techniques, économiques et de mentalité très ciblées. Tu vois, je vais te donner un exemple. Là, pour le coup, ce n'est pas une pathologie, mais c'est le capitalisme. Les Chinois avaient, et Rome sur sa fin. Ces 2 grandes civilisations avaient les moyens de faire naître le capitalisme bien avant. Elles ne l'ont pas fait pour des raisons de mentalité. Tu vois. Et donc, si tu veux, le totalitarisme ne pouvait pas naître, si tu veux, sauf à partir d'une époque donnée, avec cet alignement de planètes, si tu veux, des mentalités, de la technique et de la forme capitale. Tu vois. Or, le gros souci, c'est que on s'est dit non, le politique c'est plus pour nous, regardez ce qu'on en a fait. Erreur totale. Parce que en plus, on a rejoint les vœux des totalitaires. Parce que dans le nazisme, tout comme dans une part de la théorie léniniste, le but est justement que le politique disparaisse comme catégorie. À la fin, pour être remplacé par la classe dans un cas, par la race dans l'autre.
Or, le grand problème, c'est que depuis les années 70, l'Occident s'est dit, bon, le politique, c'est plus pour nous. On ne va plus essayer de grandir les hommes, parce que ça emporterait de la contrainte, ce qui n'est pas nécessaire. Tu vois, il n'y a pas de rapport que, tu vois, le, si tu veux, les systèmes, je ne sais pas, enfin, le système d'éducation qui a généralisé la Troisième République, mais qui était déjà garanti par les rois de France, du moins en partie, si tu veux, ne s'est pas fait à coup de schlag. Tu vois, si tu veux, tu peux grandir les hommes sans nécessairement... tu dois... toute éducation a un minimum de contraintes, d'accord. Mais si tu veux, on n'a pas mis les gens dans des camps sous la Troisième République. Il faut arrêter de raconter des... Enfin, si tu veux, tout ceci est délirant. Donc le problème, c'est que l'Occident s'est dit, on arrête de penser. La pensée, c'est dangereux. Donc on va utiliser des automates. En stratégie, ça a été l'atrophie du bombardement stratégique, c'est-à-dire il y a un problème, un B-52. Ben, ça, c'est encore Robert McNamara qui l'a inventé. Ça c'est la logique McNamara, c'est-à-dire il n'y a pas de problème qu'un bombardement massif ne peut résoudre. Bon. Donc, résultat, la guerre devient un objet technique alors que la guerre est un objet politique. Donc l'Amérique a foiré toutes ses guerres, et c'est normal. Souligné dans ce webinaire, parce qu'on n'a pas de stabilo, je peux pas le mettre, mais là, il faut juste que je le répète. La guerre est un objet politique, c'est ultima ratio regum, le dernier argument des rois, comme Louis XIV ne pouvait écrire sur ses canons. La guerre est un objet politique, Clausewitz a dit la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens, tout à fait exact, mais elle est devenue un objet technique, ça résume tellement bien les guerres du XXIe siècle, tellement bien. Et c'est pour ça qu'on les a perdues. Parce que si tu veux, écraser quelqu'un qui n'a pas de chasse ni de dessert efficace avec un bombardement massif, oui, le problème c'est que tu gagneras jamais la paix au sol. Regarde les guerres de l'Occident depuis 40 ans. Bon. C'est ça. Ratage. Bon, donc si tu as un moment, on s'est dit on va gérer les populations grâce au big data. On ne fait plus rien, etc. Bon. Un homme en vaut un autre, résultat, on n'a pas vu arriver les phénomènes identitaires, les phénomènes de repli. On s'est dit, pourquoi? Parce qu'on était dans la pensée mathématique. Un vaut un. La dictature du QI aussi, et on avait donc Stéphane Molineux, qui s'était fait reprendre violemment par Nassim Nicolas Taleb. Stéphane Molineux avait dit, si on avait su quel était le QI moyen de l'Irak, on aurait tout de suite compris qu'on ne pouvait pas établir, alors pardonnez ce mot grandiloquent, qu'on ne pouvait pas établir une république jeffersonienne. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, une république jeffersonienne, je ne sais pas où c'est défini. Jefferson lui-même, je pense, se serait tiré une balle si on lui avait dit que ça existait une république jeffersonienne. Parce que pour lui, il était simplement défendeur d'une république du droit basée sur le fait que les hommes naissent libres et égaux. Voilà, Molineux dit, si on avait connu le QI moyen de l'Irak, on n'aurait pas essayé, nous, bénévolement, d'y établir une république jeffersonienne. Bon. Alors, d'une part, Taleb lui a tout de suite répondu, écoute, bonhomme, le QI moyen des Irakiens, je ne le connais pas, mais par contre, les Sumériens et leurs descendants, ils ont juste inventé la roue, l'écriture, l'arithmétique, la trigonométrie, la métallurgie, la comptabilité, etc. Et donc, toi, t'es gentil, tu peux arbitrer tant que tu veux sur leur QI national, mais les affaires sont sans doute plus compliquées que tu ne le crois. Et c'est à partir de cette logique du big data total, effectivement, qu'on en est arrivé à dire on va gouverner les peuples en les mesurant, en projetant sur eux des instruments de mesure. Alors, comme l'a dit Wittgenstein, si tu mesures une table avec une règle, tu aurais tout bien aussi pu mesurer la règle avec la table. C'est-à-dire que ton instrument de mesure peut s'avérer être faux. Et on le voit tout simplement dans les statistiques des paris, quoi. Quand on a un type qui est donné perdant à 7 contre 1 et qui bat quand même le mec en face, on va pas dire que c'est lui qui a tort, hein. C'est lui qui a battu le type en face et puis c'est tout. C'est la réalité la table est plus importante que la règle. Et en politique, c'est vrai, peut-être que toute la mauvaise politique, pour commencer à répondre sur notre thème principal qui est qu'est-ce que la grande politique, qu'est-ce que la bonne politique, peut-être que toute la mauvaise politique peut aussi se résumer dans cette idée qu'elle essaie de projeter ses mesures sur le réel et qu'elle méprise totalement le réel et qu'elle perçoit comme la donnée est supérieure au réel et que donc elle est prête à écraser le réel par ses mesures. Parce que si tu veux, c'est ce que Hayek avait appelé le constructivisme. Moins intéressant. Parce que si tu veux, nous faisons une partie de séminaire entier dans notre séminaire sur une très belle définition du fait politique par Jaurès, qui est aller à l'idéal, comprendre le réel.
Or aujourd'hui, Dans notre cours d'ailleurs, dans voilà, notre enseignement. enfin, Ouais. dans notre cours, pardonne-moi. Si tu veux, nous avons l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on nie l'importance de l'idéal parce que on apprend aux populations qu'il n'y a pas de meilleur monde que le monde qu'ils ont là, qu'ils n'ont pas à espérer autre chose, et que, comme le disait très bien un publiciste français que M. Attali, vous devez pas, ne pensez pas à la politique, pensez à réussir dans la vie. C'est la morale Jacques Seguela. Résultat, les populations occidentales sont en mauvaise santé, elles ont un socle langagier et culturel qui baisse malheureusement d'après la totalité des indicateurs que nous avons, et en plus, elles sont malheureuses. Il suffit de voir les consommations de neuroleptiques, les causes de mort chez les 15-24 ans et chez les 25-35 ans, qui sont le suicide et deuxième puis première cause de mortalité. Donc des populations qui se suicident, c'est des populations qui ne vont pas si bien que ça. Donc, si tu veux, aujourd'hui, on nie l'idéal et on nie le réel. Donc, il est évident que la grande politique régresse. Le problème, c'est qu'elle n'en est pas moins nécessaire. Parce que, si tu veux, la grande politique, c'est ce qui permet d'utiliser. Tu vois, tu avais un théorème romain que j'aimais, enfin, si tu veux, des considérations qui étaient romaines, mais qui étaient de la sagesse populaire romaine que j'aimais beaucoup. Tu vois, on dit le passé est immuable, le présent est un deuil, seul compte l'avenir. Ça a fait la force de l'Occident. Ah bah ça c'est ouais. Permets-moi une glose là aussi. Quand on peut diagnostiquer un peu les empires, ce qu'ils auraient pu faire, ce qu'ils auraient pu mieux faire, dans quelle mesure ils auraient pu perdurer. Et au fond, l'Empire romain a perduré très longtemps, puisque en Orient, il a perduré jusqu'au XVIe siècle, jusqu'au XVe. Et donc, c'est bien la preuve qu'il existait quelque chose qui lui permettait une certaine pérennité et qu'il était construit de l'intérieur vers l'extérieur. Mais si on devait résumer, selon moi, la triade des Romains, ça serait hérédité, postérité, liberté. Et je mets pas liberté en premier parce que la liberté était très importante pour les Romains, mais pour les citoyens. Et selon moi, leur péché fondamental a été de pas comprendre le sens historique de la révolte des esclaves de Spartacus, de pas comprendre qu'à partir du moment où il y a la révolte des esclaves de Spartacus, ils ont à peu près 100 à 150 ans pour se réformer vers une économie qui n'aurait plus besoin d'esclaves. Ce dont ils avaient toute la technique nécessaire, on le voit avec l'utilisation du béton, les moulins à eau. Les Romains étaient capables de produire du travail avec des machines à eau. Ils avaient tous on dirait aujourd'hui, les brevets nécessaires, toutes les compétences nécessaires pour dégager du travail, améliorer les rendements de leur agriculture et ne plus avoir un tel besoin d'esclaves. Mais selon moi, c'est vraiment leur seule grande erreur, même si bien sûr ils ont eu toujours comment dire, une oscillation entre des empereurs qui mettaient leur ego au service de Rome, comme Trajan, comme Vespasien, comme Jules César, comme Auguste, comme Adrien, etc., les grands empereurs, enfin, César n'était pas empereur, mais les grands leaders de Rome, et des chefs qui mettaient Rome au service de leur ego, comme Néron, comme Héliogabale, comme Caracalla, sans doute comme Commode, etc. Et c'est sans doute cette tension-là entre des chefs qui mettent le projet au service de leur ego ou la civilisation au service de leur ego et des chefs qui mettent leur ego au service de la civilisation, qui est une des maladies récurrentes des civilisations. Mais Rome, en tout cas, était obsédé par la postérité. C'était une des choses les plus essentielles pour eux. Et est-ce que, selon toi, Pierre-Yves, c'est pas aussi parce que on n'est plus du tout obsédé par la postérité qu'on a glissé dans la malle politique, comme on dirait le mal bouche? Bah, si tu veux, anthropologiquement, on a fait c'est drôle, l'homme n'est grand que devant la mort. Atroce. Parce que si tu veux, on dit l'homme a une particularité éthologique, il a conscience de la mort. Mais tout animal qui va à sa mort le sait. Il suffit d'assister à l'agonie d'assister à l'agonie d'un animal qu'on aime
Et là, c'est pas de lui prêter un comportement humain. Il y a des signes cliniques que l'animal panique. Donc il sait qu'il va mourir. La seule chose, c'est que l'homme, lui, peut, comme tous les animaux, lutter contre la mort par le passage de ses gènes, par la reproduction biologique, mais, mais que l'homme a décidé de marquer l'espace pour seulement l'instinct de territoire, il a l'instinct de temporalité. Ouais, c'est-à-dire marquer l'espace ou les pyramides ou la colonne Trajane, les grands monuments romains, résume exactement ça. Je me permets de matérialiser. Bien sûr. Excellent que tu développes parce que on est en webinaire et on veut vraiment que ce soit transmissible rapidement. Et marquer l'espace pour marquer le temps, c'est exactement ça, la culture, la monumentalité, les principes fondateurs qui donnent une verticalité aux civilisations, les pyramides, les temples grecs, l'acropole qui est toujours là, c'est marquer le territoire pour l'acropole, ça veut dire ça, hein. C'est le plus haut lieu de la ville, mais c'est aussi le plus haut lieu culturel et spirituel d'Athènes. Et c'est acropolis dans le temps, et l'acro, donc vraiment, qui est au-dessus, quoi, hein, c'est ça que ça veut dire en grec. Et bien, l'acropole, c'est ce qui est au-dessus aussi bien dans le temps que dans l'espace. Et c'est valable pour la colonne Trajane aussi, qui a donné la colonne Vendôme pour la France, qui était donc la colonne de Napoléon. Je trouve ça très juste, ce terme de marquer l'espace pour marquer le temps. Parce que, si tu veux, parce qu'il fallait conjurer la mort. Tu vois, on a fait la philosophie pour ça, on a fait les religions pour ça. Tu vois, c'est. Alors, à la fin des fins, on se dit, bon, la mort gagne. À titre individuel, oui, mais pas à titre collectif. Or, aujourd'hui, si tu veux, on a oublié la notion de postérité, et d'un côté, on me dit, oui, mais tout ça, ça sent la naphtaline, tu vois, c'est de la poussière. Moi, je trouve ça extraordinairement progressiste de penser que la vie d'un homme peut résonner dans l'éternité. Et que si on doit être à quatre pattes devant notre finitude, ça veut dire qu'on est des êtres déterminés. Donc, ce qui veut dire quand même qu'on croyait plus, l'humanisme romain croyait plus en l'homme que nous. Ce qui est tragique, et désolé. On croyait plus en l'homme que nous, alors qu'il tuait, alors qu'il y avait les combats de gladiateurs, etc. Alors que la notion de l'habeas corpus n'était pas encore, même si les Romains ont été des précurseurs de l'habeas corpus, donc pour le webinaire, l'habeas corpus, ce problème juridique majeur dans lequel on ne peut pas être détenu sans connaître notre chef d'accusation. On n'est pas né avec, hein, c'est dans l'histoire, les civilisations ne l'ont pas posé comme base immédiatement, mais les Romains avaient été des précurseurs de l'habeas corpus dans l'idée de la présomption d'innocence. Ça, c'est une des avancées romaines, même si je crois qu'elle vient des Étrusques au départ, qui étaient, à mon avis, encore plus avancées que les Romains d'un point de vue philosophique et culturel, notamment dans l'égalité des femmes, puisque les femmes étrusques étaient totalement égales des hommes. Mais cette notion de présomption d'innocence, les Romains l'ont tout de même apporté, donc cette idée, cette assertion, que ce postulat, mais qui est démontrable, quoi, historiquement, dans lequel tu dis les Romains, au final, si on les compare à notre état de croyance en l'homme aujourd'hui, qui est très mauvaise, on le voit avec le transhumanisme. Non, il faut que l'homme fusionne avec la machine, comme on l'a dit avec Neuralink. Les Romains avaient une foi en l'homme qui était, à certains égards, on va quand même pas tomber dans l'idée d'un âge d'or et que tout est bien évidemment. Mais à certains égards, les Romains avaient plus foi en l'homme que nous. Ah, si tu veux, ce qui est très drôle, si tu veux, nous avons, par les moyens techniques, mis fin, on a quasiment mis fin, on est dans des civilisations qui produisent plus de nourriture qu'elles ne peuvent en manger. Nous avons vaincu une part des grands virus qui ont décimé l'espèce. Et aujourd'hui, nous sommes dans une société qui est à la fois permissive et carcérale. C'est-à-dire que nous permettons, si tu veux, Michel Clouscar avait cette phrase, si tu veux, que nous étudions plus en détail dans le cours, tout est permis, rien n'est possible. C'est très étonnant. Enfin, si tu veux, c'est très étonnant. Or, aujourd'hui, nous avons toutes les institutions de transmission, l'État, l'école, etc., sont en crise parce que ce sont des institutions qui défendent intrinsèquement une vision de l'âme. Or, on refuse d'avoir une vision de l'âme, toujours au nom de cette castration que l'ère des totalitarismes nous a laissée.
Donc on refuse de penser l'homme, de penser son avenir, et donc, tu sais, quand tu ne crois plus à quelque chose de grand, le problème, comme disait Chesterton pour la fin de la religion chrétienne, le problème, c'est pas que tu ne crois que tu crois en rien, c'est qu'après tu crois en n'importe quoi. Mhm. Le transhumanisme, c'est ça. On a arrêté de croire en l'homme, et le problème, c'est que si tu arrêtes de croire en l'homme, malheureusement, tu es toujours face à la même question, c'est-à-dire, je vais mourir. Et puis tu finis par croire en une puce, ou tu finis par croire en qu'on appelle le cyberpunk aujourd'hui, qui serait l'abandon. Ce que tu décrivais, on passe de l'ère technétronique de Brzezinski. Tu mélanges ça avec la perte des valeurs, ou plutôt justement des vertus, comme on l'a dit dans notre webinaire, méfiez-vous de ceux qui professent les valeurs, les vertus sont plus importantes. Les valeurs sont faciles à profiter, les vertus, elles ne peuvent que se pratiquer, et la pratique est toujours plus difficile. Mais cette technétronique d'un côté, le fait qu'on ne croit plus en l'homme, qu'on ne croit plus en la grande politique, ça nous amène dans une dystopie, alors qu'elle est pétrie d'utopie, comme tu disais, elle est pétrie de volonté d'utopie, mais en fait, elle pourrit sur pied, elle devient une dystopie. Les penseurs de science-fiction ont appelé le cyberpunk. Et donc le cyberpunk, c'est un monde dans lequel chacun serait hiérarchisé par la qualité de ses implants, par la qualité des bases de données qu'il représente. On le voit dans les bandes dessinées, les représentants du cyberpunk. On a des bandes dessinées comme L'Incal par Jodorowsky. Il y a aussi un jeu vidéo qui sort cette année des excellents studios polonais, c'est des projets qui s'appelle Cyberpunk 2077. Et des représentants historiques du cyberpunk, c'est ça, c'est Blade Runner, c'est Gattaca. Voilà. Et tout à fait, ouais, exactement. Là, ça donne vraiment cette idée. Et en fait, la base de données d'une part, donc ce qui a été écrit sur nous par les machines, bien sûr Matrix, Matrix c'est du cyberpunk avec ça. La base de données d'une part et les implants d'autre part définissent qui on est, définissent ce que l'on peut faire en société et définissent la triade romaine, hérédité, postérité, liberté. C'est-à-dire selon les implants qu'on a, notre hérédité est respectée, notre postérité est amplifiée et notre liberté est grande. Et puis selon ceux qu'on n'a pas, au contraire, on est de la sous-race qui est considérée comme les Romains disaient prolès. Ça a donné le mot prolétaire, c'est-à-dire la seule contribution des prolétaires à l'époque romaine à la société, c'était leur descendance. Mais aujourd'hui, dans un monde qui se considère surpeuplé, il n'y aura même pas ça. C'est-à-dire que vous ne serez pas prolète, vous serez stérilisé ou en tout cas découragé culturellement d'avoir une descendance et votre raison d'être sera inexistante. Tu vois, et moi, si tu veux, ce qui me choque dans cette pensée-là, parce que premièrement, c'est une pensée pour laquelle la décadence est vraiment une prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire que tu vas poursuivre les courbes qui te détruisent, que de toute façon, fondamentalement, mis à part de penser que la technique, tu sais, il faut accepter, et ça c'est l'œuvre de géants de la pensée, comme Régis Debray, comme Manuel de Dieckez, et quelques autres. Il faut accepter que l'être humain soit une machine à créer des idoles. Il faut l'accepter. Moi, si tu veux, ce qui me gêne dans la volonté de reprogrammer l'homme, c'est qu'il y a un aller, il n'y aura pas de retour. Absolument. Tu vois, c'est donc c'est trop de si tu veux, et c'est là où tu vois on sort de la pensée de la prothèse telle qu'on l'a toujours eue, tu vois. Si tu veux, la prothèse c'était fait pour que la vie continue, tu vois. Une jambe de bois, un crochet, un machin, un truc, ce que tu veux. C'est fait pour que les accidents de la vie soient réparés, pour que la vie soit meilleure, mais pas pour que ce soit si tu veux, une porte à un seul battant, tu vois. Là, aujourd'hui, on parle quand même d'une sécession anthropologique avec toutes les menaces que cela peut vouloir dire. Côté chinois, ce sera la base de données, et côté a priori américain, même si côté chinois, les implants deviendront populaires aussi, on a des tests antidopage dans les examens nationaux maintenant en Chine. Donc on teste si les gens ont pris de la Ritaline ou pas,
pour avoir une meilleure capacité de mémorisation ou de concentration. Et on a donc ça déjà, on est en train de le voir, ce qui signifie que si les implants sont autorisés en Chine, ils vont nécessairement devenir populaires. Et ils sont déjà en train de le devenir quand on interroge des gens. Je crois qu'on avait même cette société finlandaise. Pourtant, Finlande, voilà, des pays qui n'est pas particulièrement pressuré avec voilà. Eh bien, où des gens avaient accepté d'avoir un implant subcutané en mettant juste le smoothie au kiwi tous les jours en arrivant au bureau. C'est très cool, j'aime bien les smoothies au kiwi, c'est très bon, mais je ne lâcherai pas mes libertés et ma capacité d'avoir une puce sous la peau pour ça. Donc, on s'achemine vers d'un côté des humains qui sont conditionnés par des bases de données, ça c'est le cas chinois, le mode social, etc. Et de l'autre, des humains qui sont conditionnés par leur accès au silicium. Et ça, c'est ce que Musk veut faire avec Neuralink, même si ses intentions sont prétendument autres. La conséquentialité de ces actes, selon moi, va être celle-ci. Alors, il faut maintenant, dans les 30 minutes qui nous restent, évidemment, conclure. Comment dire, pas conclure. Faire la synthèse de ce qu'on a dit. On a parlé du noir. Même si on a maintenu une pulsation permanente entre lumière et obscurité, on a cité quand même des... Mais non, voilà. La grande gastronomie politique, la grande politique, par opposition à la malbouffe, la bonne politique, la grande politique, en quoi elle peut illuminer notre époque? Est-ce qu'on peut convoquer, dans ces 30 minutes, les âmes de grands penseurs, de grands chefs politiques, pour illuminer notre époque et définir, comme on l'avait fait dans notre conférence ce qu'il faudrait faire à la France, à l'Europe, au monde, aujourd'hui, à la lumière de ces météores de la grande politique que nous, bien sûr, on détaille et on développe dans notre cours 20 méditations politiques. Bien sûr. Si tu veux, si on part du micro pour aller vers le macro, si tu veux bien. La chose la plus essentielle, c'est de recréer pour nous, et chaque peuple doit le faire lui-même, pas de substitution culturelle. Si tu veux, une grande vision de l'homme. Or, aujourd'hui, et ça, je parle sous ton contrôle, il y a quand même 3 grandes voies. Premièrement, si tu veux, revenir à un idéal de vie bonne à titre individuel, c'est-à-dire sortir les gens de la maladie et surtout de la vie toxique. Le modus vivendi est un point politique essentiel. Bon, si tu veux, enfin, aujourd'hui, nous avons fait une partie de notre système économique sur l'empoisonnement psychique et physiologique d'une ligne de notre population. Absolument. Si tu veux, je ne suis pas... Il y a une chose que je sais, je ne vois pas une civilisation qui l'ait fait au point où nous l'avons fait. Donc, je n'ai pas de point de comparaison. Ouais, par contre, certains disaient peut-être les Romains avec, d'une part, les canalisations en plomb, et il y a eu des théories là-dessus sur la contribution à l'effondrement structurel, mais d'une part, des canalisations en plomb, et d'autre part, c'est sans doute ça, selon moi, le beaucoup plus grave, ils utilisaient un édulcorant à base de plomb. Vers l'effondrement de l'Empire romain, les Romains se sont mis l'Empire romain d'Occident, et c'est par hasard parce que l'Empire romain d'Orient avait accès à des structures édulcorants, et donc les Romains ont conçu un édulcorant qui était à base de plomb, et ont commencé à vers le 3e siècle, 4e siècle. Mais bon, ça serait le seul exemple que je verrais, honnêtement. Parce que si tu veux, déjà premièrement tu as ça. Deuxièmement, comme nous avons si tu veux, de redonner à l'homme un sentiment d'autonomie. Ça, si tu veux, c'est-à-dire par un système éducatif adapté, c'est-à-dire d'essayer d'éveiller les grandes qualités humaines et de donner ce goût des qualités humaines. C'est-à-dire reprendre le projet de Condorcet, sans la croyance naïve au progressisme, qui a été une erreur, certainement, mais bon, des erreurs, si tu veux. Une civilisation, c'est des tâtonnements et des erreurs. Donc, exactement, c'est ça le problème, c'est que parmi les grands écueils de la pensée, c'est de croire son système de pensée infaillible, et de ne pas vouloir le mettre à jour dans l'essai-erreur concret. Et donc l'essai-erreur, c'est souvent des gens qui meurent, c'est souvent des gens qui donnent leur vie pour le progrès. Et beaucoup de systèmes de pensée sont partis en vrille précisément parce qu'ils refusaient d'apprendre de leurs erreurs. Et si tu veux,
une fois que tu arrives à avoir, disons, là, le vrai homme augmenté, c'est-à-dire quelqu'un qui a suffisamment de force d'hominisation en lui-même pour non plus être maître et possesseur de la nature à la Descartes, tu vois, tu vas voir ce que tu vas voir, mais disons d'être justement un être qui est en pleine conscience de lui-même et du réel et qui essaye, si tu veux, d'insuffler un changement parce qu'il, disons, il est plus fidèle à sa vocation d'homme. Parce qu'aujourd'hui, on a perdu la vocation d'homme. Donc, résultat, on a des êtres faibles. Or, aujourd'hui, il y a des tas de vertus à récupérer, la force, l'honneur. Ouais, On a été une civilisation de l'honneur, quand même, hein. Excuse-moi. parce que les Romains l'étaient. Parce que la Donc, D'ailleurs, le mot test venait vraiment de testicule au départ. Bon, ça, c'est un des grands défauts de la société romaine, c'est qu'elle était beaucoup trop patriarcale et qu'elle n'a pas laissé justement ce Macron, contrairement aux Étrusques, encore une fois. Mais tester, bah, voilà, les Romains, quand ils témoignaient ou quand ils, c'était sur les testicules. Et c'est parce que c'était l'honneur, la postérité, les ancêtres. Donc, ce lien entre l'hérédité et la postérité qui était permanent dans la société romaine et qui permettait même de faire des contrats et de témoigner et de jurer. Ça donne vraiment une idée que nous, on a effectivement perdu. tu vois, donc si tu veux, tu avais un très très beau roman sorti il y a 2 ans sur la résistance, ça s'appelait La nostalgie de l'honneur. Et si tu veux, et c'est pas uniquement à titre idéaliste qu'on pense ça, c'est que si tu veux, d'avoir ce type de vertu permet de redonner à des gens une colonne vertébrale spirituelle qui, à titre individuel, leur manque et qui fait naître des pathologies dans la vie quotidienne. Qui empoisonnent les familles, qui empoisonnent le couple, qui empoisonne, si tu veux, on est quand même le premier consommateur d'anxiolytiques per capita, donc on va pas me dire que la France va bien. Et si tu veux, ça c'est le premier point, c'est-à-dire de reprendre l'idéal que je qualifierais pas l'idéal d'émancipation, mais entends-moi bien, c'est-à-dire à la fois de création et d'auto-limitation. C'est-à-dire, tu vois, tu vois, je m'émancipe comme un sale gamin, comme malheureusement le gauchisme culturel l'a enfanté. Pierre-André Taguieff, dans l'Émancipation promise, a fait cette généalogie-là. Tu vois, à partir de ce moment-là, tu peux influer sur les structures humaines. La première, c'est l'entreprise. Parce que l'entreprise est malade. Oui. Absolument malade. En fait. C'est une entité qui ne réfléchit quasiment plus sur elle-même depuis 1960. Moi, je fais ma thèse, tu le sais, sur la participation, donc sur la grande réforme de l'entreprise. Donc, dans les années 60, il fallait changer l'entreprise à tout prix, parce que ça n'avait pas changé depuis le 19e siècle. Et dans les années 80, cloc, on ferme les portes, on va chercher les théories des anciens SS sur le management, et pas uniquement des anciens SS d'ailleurs, de l'art des organisateurs, on a mixé les deux, c'est-à-dire Burnham qui est le patron James Burnham qui était le patron du parti trotskiste américain, et Eun qui était Waffen-SS, si tu veux. Tu vois, légumes pourris, viande avariée, bon appétit. Et si tu veux, résultat, nous avons des salariés qui sont de plus en plus formés, de plus en plus éduqués et avec des jobs de plus en plus merdiques, avec un sentiment d'inutilité au sein de la structure sociale qui est catastrophique, qui se retournent contre leur entreprise parce que l'entreprise se retourne contre eux. Autrement dit, une structure qui est dysfonctionnelle à chaque étage. Tu vois, c'est-à-dire qu'à un moment, on imagine, enfin, on pense, si tu veux, que chacun complote contre l'autre sphère sociale pour s'en débarrasser. Je ne dis pas qu'ils le font, je dis que ça apparaît. Donc si tu veux, tu peux penser un nouveau type de rapport à la sociologie du travail, parce que le travail, historiquement, dans la vie des individus, sur 2 siècles, baisse en quantité. Il augmente peut-être en pression mentale, mais il baisse en quantité. Donc si tu veux, il n'est pas interdit de penser que nous devrons avoir des liens sociaux autres que le travail à l'avenir, ou du moins
qui soutiendrait le lien social principal, qui est le lien social de travail. Mmh. À ce moment-là, tu peux entrer dans la pensée de la société. Et là, si tu veux, Danton est avec toi, de l'audace, encore de l'audace. Moi, qu'on ne me dise pas que l'aventure est finie. On a des tas de choses à penser. Tu vois, à titre, par exemple, d'aide aux individus, tu connais infiniment mieux le monde des neurosciences que moi, tu le sais comme moi, le continent neurologique doit être exploré. On n'est qu'au début, tu vois, on n'est qu'au début. J'ai dit explorer, j'ai pas dit changer, j'ai pas dit machin, j'ai dit explorer. Oui, c'est une parenthèse importante parce que l'essentiel des bourses de recherche aux États-Unis viennent de la DARPA pour ce sujet. Et c'est la raison pour laquelle Musk peut faire Neuralink d'ailleurs, c'est que aujourd'hui, un chercheur en neurosciences qui voudrait faire de l'invasif et dans une fois d'augmenter l'homme, mais ensuite de le dominer. J'avais oublié de citer l'expérience de Delgado dans les années fin 50, début 60. Donc Delgado qui a bossé ensuite à Yale, si je ne me trompe pas, c'était un neuroscientifique espagnol. Et c'est lui qui, le premier, est parvenu à arrêter des taureaux en pleine corrida. Il leur mettait des implants et c'était dans l'amygdale, je pense, donc un des centres de la peur. Et il arrivait comme ça sur une télécommande. En fait, il pouvait tout bloquer le taureau en pleine charge. Et le taureau s'arrêtait et se mettait en position de soumission. Et ça date, donc j'insiste, fin 50, début 60. Et ça avait même eu un tel écho d'ailleurs à l'époque que même dans la BD franco-belge, il y a une BD que j'aime beaucoup, c'est Cubitus, et, enfin quand j'étais petit évidemment. Et dans Cubitus, il y avait un épisode, un des épisodes les plus tôt dans l'histoire de Cubitus, c'est la corrida des hippopotames casqués, et c'est une sorte de plaisanterie où au lieu de prendre des taureaux, ils prennent des hippopotames avec un casque, et ils arrivent à faire des corridas chorégraphiées avec. Et en fait, Delgado avait déjà dit à l'époque, et on était à l'époque contemporaine de McNamara, et on était à l'époque contemporaine du début de l'application des pensées fascistes, parce qu'au fond, ces idées de la Waffen-SS avaient déjà été appliquées dans tout un tas de projets, de grands projets américains, notamment le projet Manhattan. Donc ça avait commencé à pénétrer comme ça. La course à l'espace et le projet Manhattan avaient déjà adopté, Werner von Braun avait structuré le management de la NASA d'une façon qui était héritée de ces modes de pensée, puisqu'il était nazi encarté lui-même. Mais donc cette idée, voilà, qu'on puisse, depuis cette époque avec Delgado, où il arrive factuellement à bloquer un taureau dans sa charge avec une télécommande, la plupart des crédits vont à ce genre de recherche en neurosciences aux États-Unis. Parce que si tu veux, justement, de progresser, non pas dans, si tu veux, justement le dressage, mais dans la conscience de la singularité. Nous étions une civilisation de la singularité. Tu vois, aujourd'hui, si tu veux, nous sommes nous sommes dans des sociétés de la panoptique, c'est-à-dire du contrôle interpersonnel. C'est quelque chose. Alors la panoptique, pour nos auditeurs, c'était un système, c'est l'une des pensées du philosophe libéral Bentham. La panoptique est un instrument qui permet d'avoir une surveillance à 360 degrés. Et les gens que vous surveillez voient la panoptique, mais ne vous voient pas derrière la panoptique, enfin dans la panoptique précisément. Et donc, ils ne savent à aucun moment quand ils sont regardés. Et donc ça fait peser un sentiment, et s'ils sont regardés, tu vois, ça fait peser un sentiment de précarité et d'insécurité personnelle extra. Tu vois, et justement, c'est là où on voit que, contrairement à ce que certains disent, et je pense sans animosité à quelqu'un comme Laurent Alexandre, que les neurosciences font reculer la politique, pas du tout. Je pense que plus on ira vers l'étude de la singularité humaine, plus on en apprendra sur l'art de faire des... Saint-Exupéry disait fais-leur faire une tour ensemble, ils deviendront des frères. Et justement, de faire que les hommes puissent justement faire des tours ensemble. Ça, c'est à titre individuel. Mais à titre collectif, l'aventure n'est pas finie. L'oracle du grand économiste français injustement oublié, François Pérou, grand homme, qui disait nourrir les hommes, enfin éduquer les hommes, nourrir les hommes, libérer les esclaves.
Il avait résumé tout ce que Rome aurait dû faire. Elle avait réussi à faire les 2 premiers, mais elle n'avait pas de programme d'alphabétisation. Mais si Rome avait fait exactement ça, elle aurait duré pour 4 000 ans, comme la Chine. On aurait eu sans doute un espace européen qui aurait été comparable à la Chine à beaucoup d'égards. Il y aurait eu des spécificités linguistiques et culturelles toujours, bien évidemment, où il y aurait eu une identité celte et une identité germanique, très certainement, mais à mon avis, le destin de l'espace géographique européen aurait été comparable à la Chine si Rome avait suivi cet adage. Ça n'a pas été le cas, il n'y a pas à le regretter. On ne peut pas le passé, le passé est inoubliable, mais ça résume extrêmement bien. Parce que, si tu veux, nous ne sommes pas arrivés au bout de ce programme. J'ai dit, nourrir les hommes, il va falloir recommencer. Donc, nourrir les hommes, c'est beaucoup de choses. C'est une nouvelle pensée de la santé. C'est une nouvelle pensée du développement interpersonnel. C'est une nouvelle pensée du territoire. Parce que, pour manger, il faut des gens qui cultivent ce qu'on mange. Donc, etc., etc. Bon. Donc, si tu veux, éduquer les hommes, on a tout un système d'éducation à revoir, si c'est pas ça, et de transmission culturelle, parce qu'aujourd'hui, nous avons si nous n'arrivons pas à faire passer le patrimoine humain, nous ne pourrons pas avoir ce grand projet cognitif de l'avenir que tu portes et que la postérité t'entende, justement de comprendre ce livre des livres qu'est la nature, tu vois. Mais si déjà on n'arrive pas à faire passer le capital de 2000 ans d'hominisation, comprendre le livre des livres va être très très compliqué, il faut être très honnête. Et libérer les esclaves, nous avons, si tu veux, à affronter des très grands défis. Premièrement, une rareté énergétique ou une disette énergétique. Je parle pas nécessairement du pétrole, de tout ça. Je parle avant tout des terres rares, des métaux rares, des choses comme ça. Si tu veux, qui vont nécessiter, le matériau des matériaux. Et là encore, c'est grâce à une pensée comme la tienne qu'on peut structurer cet espoir. Le matériau des matériaux, il est là. C'est ça le matériau des matériaux. Parce que nous arriverons à sortir de ces déterminismes techniques. Le devenir Mad Max du monde ne nous est pas promis. Par contre, si nous nous couchons devant, ça, c'est ce qui empêche de la pensée, selon Kant, dans Qu'est-ce que les Lumières, la paresse et la lâcheté. Mais, si tu veux, moi, ceux qui fantasment sur Mad Max, ce sont des gens qui avant tout un problème ils ont rien. Tu vois, ils ont rien sur lequel poser leur cerveau, donc ils divaguent, tu vois, ils se dispersent au sens premier, mais avant tout, ils font un acte de lâcheté. Oui, c'est comme les gens qui veulent abolir l'argent. Quand on nous dit une société post-monétaire, une société post-monétaire pourrait être très intéressante, mais ce que les gens définissent aujourd'hui comme post-monétaire, c'est une société pré-monétaire. On revient au troc, on arrête tout parce que l'argent est malade, parce que ce tissu du vivre ensemble, si on voit la planète Terre et l'humanité comme un macro-organisme, nous, les humains, on a un tissu qui est systémique qui s'appelle le sang, et qui est défini comme ça en biologie, c'est un tissu, le sang, et c'est le seul tissu liquide qui nous met d'ailleurs. Eh bien, on a, même qu'on peut avoir une leucémie, qu'on peut avoir des maladies du sang, on a une maladie de l'argent aujourd'hui dans le monde, comme d'ailleurs l'Empire romain l'avait, et du coup, on a des gens qui disent, et c'est la même réflexion intellectuelle que ce que tu viens de définir, Mad Max, qui disent, puisqu'il y a une maladie du sang, faisons une société sans sang. Voilà, il y aura plus d'échanges, il y aura plus d'échanges, il y aura que du troc, etc. Ça, c'est effectivement une reddition intellectuelle. Et c'est pour ça que, comme tu disais, Kant définissait vraiment la lâcheté comme un des pires ennemis de la pensée. Et si tu veux, nous avons une économie mondiale qui est entièrement faite de cette vieille notion marxiste de capital fictif, donc il va falloir recréer ce qu'est la richesse. Enfin, comment peut-on penser que l'aventure est finie et que la grande politique est plus nécessaire que jamais? Tout est à reconstruire. Nous sommes des hommes, debout au milieu des ruines. Oui, je veux vraiment pas t'interrompre, mais comment peut-on penser que l'aventure est finie? Selon moi, seulement par narcissisme. Ce que tu as dit, des hommes debout au milieu des ruines, c'est-à-dire, on ne peut se dire que l'aventure est finie que si on pose comme principe qu'on n'aurait pas pu faire mieux.
et que on est parfait et qu'on a fait tout ce qu'il fallait et que toute la responsabilité de la situation vient d'une sorte de conjoncture qui est inflexible et que nous on a fait c'est comme l'ingénieur narcissique se dit si j'y arrive pas c'est physiquement impossible. Et ben le politicien narcissique et la mauvaise politique se dit si j'y arrive pas c'est physiquement impossible. Et si tu veux, la grande politique et la grande pensée politique occidentale était une pensée de la responsabilité. C'est-à-dire parce que l'homme libre, l'homme auto-limité, l'homme qui décide jusqu'où il va aller souverainement, l'homme qui se donne à lui-même sa propre loi est un homme responsable. À ses propres yeux, aux yeux des siens et aux yeux de l'histoire. Mais aujourd'hui, on est passé du temps de Périclès au temps d'Eichmann, si tu veux. Eichmann dans le Eichmann à Jérusalem, Hannah Arendt qui donc relate le jugement de l'ancien nazi Eichmann qui sera pendu à Jérusalem, lui dit mais moi j'étais un gras de papier. Alors c'est pas ma faute. J'ai vu de la lumière, je suis rentré. C'est pas moi, j'avais piscine. Donc si tu veux, alors que cet homme sait depuis le début, vu ses actes, qu'il va mourir, pas un geste, rien. Et tout ça par quoi? Par si tu veux, cette morale de la démission qui aujourd'hui est devenue, si tu veux, industrielle en Occident, c'est-à-dire l'envers, l'exact envers de tout ce que nous avons été. Tu vois, or, nous avons des défis colossaux. On va devoir gérer la démographie de nos frères africains, et donc gérer tout le développement encore de l'Afrique. Nous allons devoir gérer... Double pression, quoi. Démographie d'un côté, diversification, baisse des rendements agricoles en Afrique, absolument. Alors qu'on a des solutions. On a des solutions. On a des solutions. On va devoir gérer la révolution du 4e âge, c'est-à-dire que l'humanité va prendre un coup de vieux. Tu vois, et là, si tu veux, ça veut dire, est-ce que l'humanité va régresser à l'état de bête? C'est-à-dire, est-ce qu'on va euthanasier les vieux dans les EHPAD? Pendant la crise du Covid, tu vois, il n'y a pas de problème qu'une bonne piqûre ne saurait résoudre. Là encore, c'est pas moi, c'est le Redemsivir, pas moi. Donc, donc si tu veux, on va devoir explorer les ultimes frontières, l'espace, l'immatériel, la mer, les profondeurs de la mer. Enfin, si tu veux, des raisons, c'est pas ça qui manque. Si tu veux, excuse-moi, avec le peu qu'il savait, regarde ce que Jules Verne a écrit. Mmh. Et aujourd'hui, on n'en sait pas énormément plus, faut pas non plus, si tu veux, c'est vrai. On n'en sait pas infiniment plus. Mmh. Mais si tu veux, quand on voit parce que si tu veux, l'Occident a été une civilisation de l'utopie parce qu'il n'a pas été une civilisation du rêve. Tu vois, comme certaines civilisations d'Orient. Oui, même comme les natifs, la notion du temps du rêve chez les aborigènes d'Australie ou peut-être que les Grecs avaient cette notion de rêve du temps où il y avait la pitié, du temps où il y avait le rêve. Tout à fait. Chamanique, on a eu une charnière comme ça entre un monde chamanique et un monde urbain. Et cette charnière, à mon avis, elle meurt à l'âge de bronze avec la Pythie de Delphes. On avait encore un chaman en plein milieu de la cité, quoi. Alors, on allait la voir, elle n'était pas à Athènes, elle était à Delphes et tout, mais quand on a eu ce lien entre chamanisme et urbanisme, on avait des civilisations du rêve, et ensuite il y a eu une rupture où les seules civilisations du rêve, c'était les civilisations qui avaient persisté dans une certaine tradition chamanique. Parce que si tu veux, nous sommes allés donc vers cette civilisation de l'utopie, c'est-à-dire du plus ultra. C'est-à-dire C'était la devise de qui, ça, d'ailleurs? Le plus ultra, c'était Charles Quint. Charles Quint, oui. Charles Quint. Et si tu veux,
C'est-à-dire euh, le, le réel m'arrêtera, oui, mais pas avec mon consentement. Je dis bien le réel m'arrêtera, mais pas avec mon consentement. C'est-à-dire, je ne nie pas le réel, ce qu'on fait aujourd'hui, constructivisme pur, mais euh, j'avancerai, même que d'1 mètre, mais j'avancerai. Et c'était ça, notre force. C'est Et, tu vois, aujourd'hui, tu vois, moi je veux bien qu'on prenne le pli de dire je renonce à l'être politique. Je renonce. Comme disait le général de Gaulle, hein, une civilisation se fait tous les jours en contrant les forces de déclin en soi. On peut laisser ce que le général appelait le néant et le froid éternel nous envahir, c'est possible, mais on le laisse faire. On en est responsable. Moi, ce que je ne veux pas, c'est qu'on fasse dire à la technique ce qu'elle ne peut pas dire, c'est-à-dire que la technique ne peut pas siffler la fin du match. Simple. Si tu veux, et si on lui délègue, c'est une démission. C'est une reddition, c'est une capitulation. Et l'histoire que nous montrer les conséquences de cette capitulation, de Robert McNamara jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au coronavirus, on n'a qu'une succession de cas, sans faute en plus, c'est rare dans l'histoire, hein, qu'il n'y ait pas d'exception, on n'a qu'une succession de cas où quand on a délégué la politique à la technique, eh bien, on a fait des catastrophes qui ont tué des millions de personnes. Bien sûr. Or, surtout, tu vois, ce qu'il ne faut, à mon avis, et c'est là l'un des points les plus importants comme introduction de ce cours, tu vois, c'est de bien voir l'optique qui a été la tienne, qui a été la mienne, et qui a été la mienne grâce à toi, parce que c'est grâce à toi que nous sommes là. Je tenais à t'en remercier une nouvelle fois publiquement. Si tu veux, c'est que nous sommes emplis par la mort. Parce que la seule finitude irrévocable, c'est la mort. Tu vois, la devise de Margaret Thatcher, there is no alternative, il n'y a pas d'alternative. La chose sans réponse, la chose sans alternative, c'est la mort. Ouais, il n'y a pas d'alternative à la mort. Comme disait Bouddha, j'ai vu des empreintes des animaux passer dans la jungle un lendemain de pluie. Et il y avait l'empreinte du renard, puis ensuite il y a eu l'empreinte d'un animal plus gros, puis ensuite il y a eu l'empreinte d'un animal encore plus gros, puis ensuite c'était l'éléphant. Et je n'ai vu aucun animal avoir une empreinte plus grande que l'éléphant. Bouddha dit, voilà, de même que l'empreinte de l'éléphant est finale dans la boue, l'empreinte de la mort est finale. Il n'y a pas d'empreinte plus vaste que l'empreinte de la mort. Tu vois ? Et nous avons fait la grande politique pour nous survivre à nous-mêmes, pour raisonner dans l'éternité. Tu vois, c'est la théorie de ce qu'on appelle la simultanéité, c'est-à-dire que tous les hommes sont une chaîne, tu l'as chez Kierkegaard, tu l'as chez Rosenzweig dans la pensée juive, si tu veux. C'est-à-dire que nous sommes contemporains de tous les nôtres qui nous ont précédés, de ceux qui nous suivront. Si tu veux, c'est Auguste Comte, tu vois, une société faite de plus de morts que de vivants, parce que dans les morts, tu as les morts, mais tu as les à naître aussi, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore dans l'état de la vie. Et je trouve que c'est cette morale-là qui a fait de nous des hommes résonne avec tous les problèmes qui sont les nôtres, l'écologie, etc. Cette résonance dans l'éternité, si tu veux, est quelque chose qui est à reconquérir. Et c'est là où on doit voir l'optique du cours que nous avons fait grâce à toi. C'est pas du tout une optique. Il est grâce à toi. Je suis désolé de t'interrompre, mais le plan est tellement excellent. Moi, je peux te dire là devant témoin, j'ai trouvé le plan que tu as composé, puisque ce cours, donc, on a appelé 20 méditations politiques, et c'est pour illuminer, voilà, aussi bien donc la condition individuelle que collective, de l'individu à la famille, en passant par l'entreprise, le travail en général, public ou privé, et bien entendu la grande politique. Et ce cours, c'est l'esprit fertile de Pierre-Yves quand est sorti le plan, hein, l'ordre de ses méditations politiques. Je dois vraiment le dire devant témoin, est le sien, et je l'ai trouvé tout à fait brillant. C'est bien pour ça que je suis très content d'en faire un webinaire de présentation aujourd'hui. Mais je t'en prie, je ne l'ai pas présenté. Je te remercie parce que si tu veux, ce qu'il faut bien comprendre,
c'est que il y a trois manières de voir comment la pensée politique peut servir à tout à chacun dans le fait de se grandir soi-même pour l'avenir. Soit on est dans une optique qui est, disons, ce que j'appellerais une optique de l'illusion, c'est-à-dire tout va très bien, on poursuit les courbes. Dans une situation qui va mal, on poursuit les courbes, bon bah c'est très simple. Hein. Si tu veux, quand le platane est devant toi et que tu accélères, la seule chose que tu vas démultiplier, c'est la force d'impact. Bon, pourquoi pas? Après tout, tu vois, au jeu, qui est le plus solide, ma tête ou le mur, pourquoi pas jouer? Beaucoup de Pas sûr similitudes. de gagner. Donc, moi je dis ça, je dis rien. Tu as l'optique réactionnaire qui est une optique qui peut avoir sa poésie, tu vois, Baudelaire c'est beau, mais qui est une optique, si tu veux, de démission, c'est-à-dire tu vois, comme l'enfant qui perd un jeu et tu vois, qui boude, mais qui boude de manière mignonne, tu vois, c'est joli, hein, parfois un enfant qui boude, c'est drôle, mais si tu veux, c'est inutile, mais malheureusement, c'est en partie inutile. Tu verrais quel Parce politique ou quel pays qui a fait ça dans l'histoire? C'est très simple, des pays comme malheureusement ce qui est arrivé à nos amis portugais, c'est-à-dire Ouais. que Salazar, ou ce qui a failli arriver avec un homme qui avait énormément de qualités pour la mémoire duquel j'ai beaucoup de déférence, qui était Hassan II, au Maroc, c'est-à-dire qu'Hassan II voulait un Maroc technologisé dans les terres, et féodal dans les terres et technologisé sur les côtes. Sur les côtes. Infaisable. Infaisable. Salazar, c'est quelqu'un qui pensait que glacer le Portugal pour lui éviter nous avons énormément insisté dans notre cours sur la notion de forme. Il a voulu glacer la forme portugaise à la fin du 19e siècle, quasiment, ou au début du 20e siècle. Et ben, résultat, le Portugal, aussitôt la révolution des œillets faits, est devenu un pays d'émigration massive. Parce que, si tu veux, et qui aujourd'hui a du mal à faire une modernité portugaise, c'est-à-dire modelée par lui-même, de sa forme à lui, à sa ressemblance. Et qui donc est administrée par des technocrates à Bruxelles. Tu vois, C'est en fait, ça a rendu ultra vulnérable à la technocratie. C'est tout à fait à gloser sur ce que tu dis. Et puis, ce que tu as dit au Maroc, c'est tellement vrai. Je n'ai jamais vu une analyse aussi excellente parce que oui, Hassan II voulait un Maroc technologique sur la côte et féodal dans les terres, et son fils a amorcé un mouvement tout à fait inverse, notamment en créant cette université Mohamed VI Polytechnique, qui porte son nom d'ailleurs, et qui est la meilleure polytechnique, la meilleure université du Maroc. J'ai eu la chance d'y travailler, de travailler pour elle précisément, et elle est dans les terres. Et il l'a faite au milieu des mines de phosphate, qui était pourtant la partie la plus féodale du Maroc, quoi. Donc c'est très juste ce diagnostic. Mais pardon, je t'en prie, continue. Si tu veux, cette optique réactionnaire. Après, il faudra qu'on Et après, mais tu vois, pour bien que les gens comprennent, cette optique réactionnaire, si tu veux, n'est pas la nôtre parce qu'elle est un renoncement au changement de forme. Nous, ce que nous voulons, c'est maîtriser la forme que nous allons donner face à l'avenir, parce que si tu veux, cette sagesse des nations n'est pas si fausse. L'avenir n'est pas ce qu'il y a devant, l'avenir c'est ce que nous allons faire. Et c'est l'optique dans laquelle nous avons pensé ce cours. Ça résume parfaitement, et ça donne vraiment l'ouverture, plonger la politique dans le temps universel, dans le temps long, de l'âge de bronze jusqu'à la guerre des Malouines, et en fait même jusqu'au XXIe siècle. C'est comme ça qu'on a conçu ces 20 méditations politiques. Et maintenant qu'on a abondamment parlé de l'ombre, mais en clair-obscur quand même à chaque fois, j'espère que vous trouverez un maximum de lumière dans ce cours. Moi, en tout cas, j'ai été très impressionné et j'ai beaucoup appris. Je tiens vraiment à le dire de Pierre-Yves en concevant ces 20 méditations politiques. Mathieu, c'est très gentil. Merci beaucoup, Idriss. En tout cas, merci beaucoup, Idriss et Pierre-Yves, pour ce magnifique webinaire. Concernant justement la formation dont vous parliez, j'ai moi-même eu l'occasion d'y avoir un aperçu et je trouve ça très enrichissant et très intéressant. Il est à savoir également que nous faisons son lancement aujourd'hui même. Elle apparaît au tarif de 98 € au lieu de 197, soit une promotion de moins 50%, et ce jusqu'à ce dimanche 13 septembre minuit. Le patron de Bibouda. Merci beaucoup.
il y aura des réductions pour les chômeurs et pour les demandeurs d'emploi et pour les étudiants. Sachant que je crois que vous l'avez dit au début, mais cette formation est bel et bien accessible du coup à tout public. Et c'est vrai, on a construit cette formation vraiment pour tout public, que ce soit d'un père ou d'une mère au foyer jusqu'à un dirigeant d'entreprise, d'une grande entreprise, en passant par un élu qui arrive à être assistant parlementaire de l'autre volet. Et ces réflexions, vraiment, on sait que les politiciens ont la tête dans le guidon. Je n'ai absolument pas peur de dire que cette formation pourrait énormément apporter aux politiciens au travail. Donc ça va du père et de la mère au foyer, aux politiciens au travail, en passant par le chef d'entreprise, le diplomate et l'étudiant, bien entendu, quel que soit son sujet de prédilection. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup Pierre-Yves Rougiron et Idriss Aberkane pour ce magnifique webinaire. J'espère qu'on se retrouvera prochainement pour un autre sujet. Avec plaisir. Bah, vraiment, et j'insiste en conclusion, je peux déclarer sans vraiment la moindre ambiguïté que je considère que c'est le cours le plus avancé que j'ai eu l'honneur de faire. Parce que ces échanges, le fait d'être deux dessus et ces échanges de pensée, ces points de vue et ce plan vraiment redoutable qu'a conçu Pierre-Yves m'ont appris, et on a pris un plaisir fou à le faire. Et je reste convaincu que si on ne prend pas de plaisir à donner une conférence ou un enseignement, il y a peu de chances que les gens prennent du plaisir à le suivre. Pierre-Yves et moi avons pris un très grand plaisir à le concevoir et à l'enregistrer. Et en tout cas, ça se voit bel et bien sur la formation. Merci encore beaucoup pour cette heure et demie partagée ensemble. Et à la prochaine pour un nouveau webinaire. Merci.